Et salut à tous et bienvenue sur le Two-Time Talk Show pour le 32e talk. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de cette petite semaine qui vient de passer. Et quant à moi, je souhaite la bienvenue à nos trois intervenants habituels, à savoir FX, Gunther et Zempe. Salut. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Donc pour ce petit talk de ce soir, on va parler essentiellement des deux confrontations contre Paris, à savoir en championnat et en Coupe de France. On va se poser des questions. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que c'est une réelle déception? Est-ce qu'on va jamais arriver à s'en relever? On va voir tout ça ensemble. Ensuite, une petite partie 3 avec la suite du championnat et se poser la question si le championnat finalement il va pas se jouer sur des matchs comme contre Nantes ou tout ce qui va venir à la suite de ces matchs-là. Ensuite, on va revenir sur les incidents qu'il y a eu à Paris dans le parcage marseillais, savoir si toutes les vérités ont été dites et surtout, très sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... quel camp est réellement responsable si on arrive à déterminer tout ça? Et pour finir, les habituelles questions des auditeurs, voilà, pour finir tranquillement ce talk. Donc, on va commencer tout de suite avec la partie 1, à savoir PSG-OM, acte 1. Donc, l'acte 1, c'était ce dimanche en championnat. L'OM s'est fait balayer 3-0, il faut le dire. Tout simplement, je vais vous poser la question habituelle, les amis. Comment vous vous sentiez avant ce match? Qu'est-ce que vous espériez? Est-ce que vous pensez qu'on allait perdre ce match tout simplement? Ou est-ce que vous pensez qu'on avait notre chance dans le gagner? Voilà, Zempe, si tu veux commencer, te gêne pas. S'il y avait quelque chose de particulier à attendre, c'était peut-être un miracle parce que on savait qu'on les avait un peu touchés via le match aller. Mandanda n'était pas là, on était chez eux, ils étaient invaincus chez eux et avaient gagné tous leurs matchs avec plus de 2 buts d'écart. Bon, honnêtement, sur la Ligue 1, je ne m'attendais pas à grand-chose. Pour moi, s'il y avait un match à prendre, c'était celui de Coupe de France. Donc celui-là, pour moi, je ne vais pas dire qu'il était perdu d'avance, mais je n'avais vraiment pas beaucoup d'espoir. Ouais, Gunther, même question du coup, est-ce que tu penses comme Zempe? Ouais, non, c'est pour ça que je rigole. Non, moi au contraire, c'était le match où à la limite, si j'avais un petit peu d'espoir, c'était sur celui-là et que de toute façon, la coupe, ça servait à rien vu qu'on n'allait pas la jouer à fond et tout ça. Donc au contraire, j'espérais un exploit, mais bon, franchement, je me faisais plein d'illusions. En fait, j'y ai cru et puis je me suis rappelé qu'il y avait quand même Pelé au cage. Et c'est pas que j'aime pas Pelé, mais bon, quand il enchaîne pas trop les matchs, donc bon, c'est pas évident. Donc voilà. Est-ce que FX, il y a que Pelé qui te faisait trembler ou tout simplement cette équipe du PSG qui, comme a dit Zempe, avait des stats impressionnantes à domicile? Donc, est-ce que tu t'attendais à une victoire ou voire un match nul à la limite? Moi, de mon côté, j'étais dans une décontraction absolue et totale. À partir du moment où les résultats nous étaient quand même largement favorables, le PSG était qu'un match bonus. Au pire, on voyait Lyon revenir à 5 points avant d'entamer un mois de mars que j'estime crucial et très important. En fait, ce match-là, j'en avais rien à foutre. Après, comme beaucoup, c'est plutôt ne pas se taper la honte. Mais en tout cas, pas de stress, pas le cœur qui bat, je me suis pas rongé les ongles, j'étais complètement détendu. Voilà, objectif podium, c'est pas contre Paris que tu vas gagner ta place sur le podium, sauf si au pire tu les affrontes à l'avant-dernière journée, c'est pas le cas. Donc voilà, on avait suffisamment de points d'avance pour pas se prendre la tête avec ce match, il fallait juste éviter la déculottée. Ouais, juste comme on n'est que 4 ce soir, je vais vous donner mon avis sur ce match-là, moi ce que je m'attendais. En fait, moi, j'étais un petit peu dans le même optique que Gunther, c'était de se dire il faut tout donner en championnat parce que les autres ont fait des mauvais résultats, quitte à complètement lâcher la coupe derrière, parce que pour moi ces troupes-là, ça aurait été difficile d'aller la chercher avec autant de matchs en si peu de temps. Je vous rappelle qu'on en était avec les deux matchs là au 4e et 5e match en une dizaine, quinzaine de jours, c'est ça à peu près. Donc du coup c'était très compliqué, je pense, d'aller chercher un petit peu cette qualification en Coupe de France. J'aurais personnellement tout donné en championnat. Voilà, le souci étant que je m'attendais pas non plus à une victoire. Probablement un match nul. Aller chercher le nul chez eux, ça aurait été une bonne idée. Maintenant, on va analyser ça plus en détail et voir que y a quand même eu, entre guillemets, 2 coups du sort. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais on a tenu jusqu'à à peu près la mi-temps. Et on se prend ce but. Il
Faut pas que je confonde les deux matchs. Non, ça c'est le deuxième match. Et tu viens de Ça le c'est faire. le deuxième, je viens Ouais, de le c'est faire, clair. donc on s'est pris un but assez rapide, pardon. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'à partir de ce but assez rapide, donc c'est quoi, dans les 15 premières minutes, est-ce que vous pensez que ça a vraiment plombé le match, ou est-ce qu'on aurait pu revenir à la suite de ça? Bon, allez, je vais Si prendre on la avait parole. des adeptes de la statistique, peut-être qu'ils nous donneraient les probabilités. Mais déjà qu'aller gagner au parc, c'est difficile. Ouais, Si c'est tu ça. prends un but assez rapidement, je pense que les joueurs, dans leur tête, ils savaient qu'ils mangeaient un coup de massue, que ça allait être très compliqué. Ouais. Déjà, prendre l'avantage au score ou tenir le score, c'est pas facile. Et une fois que tu as pris un but, c'est vraiment compliqué. Je vais poser une autre question pour rentrer un peu plus dans le détail du match. Déjà, est-ce que Gunther, c'était une bonne chose de proposer, entre guillemets, la composition type? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, certains se posent la question, est-ce qu'on aurait dû mettre plus de défenseurs, ou est-ce que tu penses que c'est quand même assez ballsy d'y aller, de se dire on prend le jeu en main tout simplement? Ouais, la dernière fois, on a fait un match nul avec une équipe full défense. Et l'humanité laquelle, nous la est tombée première de... Le premier match de Garcia, son premier ça? match de Garcia. Ouais. Donc au final, ça a marché, tu vois. Il a fait un match nul. On aurait signé pour un match nul sur ce match-là. Sauf que personne n'aurait signé pour une full défense. Donc moi, j'ai envie de dire que ça me va comme ça. On a essayé de jouer. Franchement, pour la première mi-temps, on a le ballon. Moi, franchement, j'ai pas eu honte comme je vois de partout. J'ai trouvé un bon état d'esprit. J'ai aimé ses ambitions en tout cas. Ouais, et je suis d'accord avec toi, mais FX, est-ce que tu trouves pas que notamment c'était criant plus sur le deuxième match, mais sur le premier match, cette possession elle était là, mais est-ce qu'elle était pas un petit peu stérile? Parce que ta première occasion, ta première réelle occasion, elle arrive quand? Elle arrive assez tard au final, et c'est sur des balbutiements. Donc moi je suis pas d'accord pour dire qu'on réellement on avait le jeu, mais est-ce que tu penses pas que c'est ce que voulait Paris FX, tout simplement? Ouais, probablement, mais Paris n'est pas une équipe qui aime forcément avoir le ballon. C'est ce que je t'avais dit à l'époque de Laurent Blanc, c'était le cas avec Unai Emery. On est plus dans un style Arsène Wenger, c'est faire mal à la récupération du ballon et voilà, c'est la projection. Et ils sont super rapides pour le faire. Donc oui, nous laisser la balle était quelque part un petit peu volontaire. Et comme on est un peu stérile, donc ouais, ça a été quand même du pain béni. On a eu de l'ambition, mais bon, voilà, c'était super stérile quand même. Donc c'était pas. C'est bien d'y être avec l'équipe type. Ça a prouvé on a pris ce match au sérieux, mais bon, ça va pas plus loin, quoi. D'ailleurs, en parlant d'intention, moi personnellement, j'ai été choqué de voir que les Parisiens ils étaient derrière, prêts à partir en contre. Ils jouent à domicile. Enfin, je veux dire, ça aurait été au sens inverse, on aurait pété un câble, on et aurait si- dit, oh, c'est quoi cette équipe? Enfin, tu vois? Oui et non, parce que moi j'ai l'impression que tu as sur ce plan-là, Unai Emery qui a un petit peu bien manié sa barque, à savoir qu'il savait qu'on aimait construire le jeu et qu'on était assez lent dans la construction du jeu. Il y a des moments où on est plus vulnérable que d'autres dans cette construction, et ils attendaient à chaque fois ce moment pour nous contrer, et ça nous faisait mal à chaque fois. Ouais, J'ai ouais, ça, ok. Mais, l'impression que je sur la suis sûr bataille que dans l'autre- tactique, Ouais. Mais je suis sûr que dans l'autre sens, on n'aurait pas accepté que Garcia fasse ce choix-là, tu vois. c'est certain, mais C'est ça que maintenant, je veux dire, voilà, à l'OM, nous, c'est comme ça. Chez eux, tu as l'impression qu'ils ont géré, ils ont tenu le bouillon jusqu'à faire un contre assassin à chaque fois, et ça a payé presque à chaque fois. Maintenant, Zempe, je vais te poser la question, est-ce qu'on méritait réellement de perdre aussi lourdement avec les intentions qu'on a mis, notamment en première période? Est-ce qu'on méritait de le perdre si durement, alors que tu te rends compte quand même que 2-3 buts, tu es fautif tout seul, quoi? Je vais parler un peu pour l'ensemble des deux matchs. Bon, le score est ce qu'il est, mais je dirais pas qu'on mérite moins parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été vraiment dangereux, C'est ça. qu'on était incapable de leur mettre un but et qu'on s'est procuré très peu d'occasions franches. Donc du coup, ils te punissent en fait. Eux, voilà, tu fais une erreur, ils marquent. Donc on prend 3-0, c'est le score, c'est comme ça. On le reprend une autre fois. Moi, je trouve pas ça spécialement sévère parce que je trouve qu'on n'a pas montré grand-chose. Tu parlais d'une équipe qui nous attendait. Je pense qu'Unai Emery, comme tu dis, il n'est pas con. Il sait qu'on est une équipe qui va au charbon. Il a préféré peut-être nous attendre et nous contrer parce que, voilà, comme je le dis, chaque erreur est punie. Et voilà, bon, ils ne sont pas non plus cassés la tête. Je pense que s'il avait fallu forcer un peu plus, ils auraient un peu plus forcé aussi. Ouais, on l'a vu notamment au deuxième match où techniquement c'était assez supérieur. Après, on le reverra pour le deuxième match. Mais notamment sur ce premier match, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je vais vous poser la question. La prestation de nos cadres.
parce qu'on a beaucoup critiqué certaines prestations individuelles en disant que c'était positif ou pas. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de la prestation de Payet, de Thauvin, pour nommer les cadres, de Gustavo, de Rami? Est-ce qu'ils ont tous été irréprochables? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui ont pêché plus que d'autres? Vas-y, SMP, commence avec ça. Moi, je pense que Gustavo a un peu sorti la tête de l'eau. C'est un peu le seul qui ressort du lot. Payet, sur le match qu'il joue, il n'est pas horrible non plus. Il n'est pas. Voilà, mais bon, c'est pas assez. C'est vraiment insuffisant. Et Thauvin, c'est toujours la même chose. Quand l'équipe, elle marche pas, Thauvin ne marche pas. C'est pas celui qui te sort de la merde, en fait. Voilà, même si ça va pas trop, il peut te sortir un but, être décisif quand il le faut. Et c'est pas non plus celui qui te porte l'équipe. Donc insuffisant, à la limite, j'ai pas non plus été surpris. Voilà. Rami peut-être un peu, ouais, parce que je l'attendais quand même à un autre niveau, surtout qu'il avait l'air d'être motivé pour ces matchs-là. Mais sinon, non, pas de grande surprise. Gustavo un peu au-dessus, voilà quoi. Ouais. Est-ce que toi, FX, tu fais le même constat sur Thauvin? Moi, personnellement, je serais un peu plus dur, je le dirai après, mais est-ce que tu n'as pas d'autre chose à dire sur Thauvin? Zempe, c'est malin ce qu'il vient de dire, parce qu'en fin de compte, Thauvin concrétise la réussite collective. Et en général, quand ça ne tourne pas du tout, voilà, il se met à l'image du collectif. Il ne tourne pas non plus. Et l'exemple était criant à Lyon et il était également contre Paris. Alors, je me suis mal exprimé. Je voulais pas contredire Zempe, parce que y a pas à contredire, c'est exactement ça pour moi. Mais Gunther, je vais te lancer là-dessus. Je voulais préciser en disant, est-ce qu'on commence pas à pêcher? Alors c'est pas forcément tout le temps une excuse, mais quand même, au premier match qu'on fait contre Paris, eux ils en sont à peine à leur deuxième match en 10 jours, nous on en est déjà au troisième ou quatrième match. Est-ce qu'on n'accuse pas un peu la fatigue? Moi j'ai l'impression que depuis la rentrée, on n'a plus le jeu flamboyant que tu avais en fin de saison, d'année civile dernière, Gunther, non? Bah, je pense qu'on fait un peu tous le même constat, même ceux qui n'en parlent pas, je pense qu'ils le voient quand même, ça semble évident. Ouais, les automatismes, on les a. C'est vraiment, ouais, c'est dur à expliquer comment on ressent un manque de physique, je trouve. Mais moi, c'est clairement ce que je pense, en tout cas. Et la répétition des courses. Parce que Payet, par exemple, pour moi, c'est. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Parce que Payet, pour moi, c'est un bon exemple parce que moi, je l'ai trouvé bien sur ce match, en fait. Je l'ai trouvé concerné, en tout cas le premier match. Hein. Ben, de toute façon, il n'était pas sur le deuxième. Il est allé plus sur l'homme que d'habitude. Mais ouais, j'ai senti comme une fatigue, mais je sais pas comment le décrire. Ça, vraiment, c'est un truc que j'ai du. Moi, si je devais donner une piste, et là peut-être vous serez d'accord avec moi, je trouve, et CMP, c'est ça qu'on s'est un petit peu frité là-dessus. C'était pas pour moi une question de physique, mais plus une question de pressing, parce que c'est ce qu'on a très bien fait au match aller, et FX, on en avait parlé en off aussi, me disait que quand tu presses Paris, ils ont beaucoup de mal à jouer. Et la fatigue, elle est là. C'est-à-dire que tu ne fais plus ton pressing. Tu le fais, mais à 5 à 10 mètres, tu vas seul. Tu fais plus un pressing collectif en répétant tes efforts. C'est ça la fatigue, tu vois. Et ouais, carrément, c'est vrai. Ouais. Est-ce que Zempe, toi, tu veux revenir là-dessus, sur ce que j'avais dit ou... Non, mais je suis d'accord, mais de toute façon, pour moi, ça allait un peu ensemble. Mais je pense que là où on les a quand même mis en difficulté au match aller, c'est le pressing, évidemment, mais ce qui va avec, c'était vraiment l'impact physique. On leur rentrait dedans, on leur mettait des coups. Ça, on l'a quand même beaucoup moins vu, je trouve. Ouais, mais est-ce qu'avec l'arbitre que tu as eu au premier match, tu penses que les coups, ça aurait passé? Je sais pas, franchement, je peux pas te dire pourquoi on a vu moins de coups par rapport au match aller. Il y a aussi l'ambiance du vélodrome, la motivation, il y a plein de trucs. S'ils étaient un peu plus fatigués, les joueurs, c'est compliqué. Tu joues un pari qui a pas joué et un pari que quand il va faire tourner au match d'après, donc quand tu abordes le deuxième match, tu sais qu'ils vont mettre des joueurs frais qui sont excellents aussi. Donc je pense que peut-être que mentalement aussi, il y avait quelque chose, je sais pas, mais pour moi, on n'a pas mis les mêmes ingrédients qu'au match aller et à partir de là. Je vais prendre les deux questions de Joubajo sur le chat. Il dit à noter que Saka il ne montait que trop rarement sur son côté et au final était trop peu dangereux. Alors si tu parles du deuxième match, c'est normal, il est à gauche. Si c'était du côté droit, tu as quand même Neymar et Neymar d'un côté. C'est compliqué de monter très haut. Peu importe, dans tous les cas, c'est vrai qu'il y avait un manque au niveau offensif par rapport à ça, ça permettait pas de dédoubler tout ça. Mais c'est logique. Et deuxièmement, je vais prendre la question, Gunther aurait dû la prendre, mais je la prends. Les joueurs auraient dû la fermer avant le match, erreur de jeunesse. À savoir que il y a quelqu'un qui gère la communication à l'OM. Quand un joueur ou quoi prend la parole en toutes circonstances, c'est qu'ils ont été briefés avant.
Donc je ne pense pas que ce sont les joueurs comme Rudy Garcia qui ont pris l'initiative de monter la mayonnaise. S'il y a eu une erreur de communication, c'est bien évidemment du service communication. J'ai du mal avec ça, moi. Ben, moi je te le dis, toute Parce communication. à toute déclaration, à chaque fois tu dis il y a un service com. Et attends, ça veut dire qu'il y a vraiment tout ce qui est dit par les joueurs. Bien sûr, Gunther, écoute la conférence et l'intervention de chaque joueur, ça revient au même. Il y a la même chose qui est dite à chaque fois. Ouais. Moi, c'est en tout cas Rami et Germain, ça m'a pas non plus choqué leurs propos. Ouais, ils ont usé. Germain, moi, oui. Payet, moi, non. un petit peu, moi. Ah ouais. Surtout venant de lui, j'ai halluciné. Et surtout, en plus, quand j'ai vu comme Neymar l'a chambré sur le terrain et qu'il a eu zéro réaction, encore plus. Alors là... Le seul moment où tu n'as pas de service com qui rentre en action, c'est à la mi-temps des matchs quand tu prends un joueur à chaud ou juste après le match. Par contre, quand ils sont sortis des vestiaires et compagnie, tu peux être sûr que ça a déjà été briefé. Voilà. C'est là que tu prends les déclarations telles quelles. Maintenant, tout le reste, tu as un service com. C'est comme ça. Et je vois pas autrement. Bon, bah, je pense pas que ce soit... Après... le service com est-il le même que celui qui ignore le pourquoi ça a pété en tribune? On y reviendra dans une prochaine partie. Partie numéro 2, on va avancer pour parler du deuxième match, parce que ça revient au même. Ce coup-ci, donc c'est celui qui est le plus frais, c'est le match en Coupe de France. On a tous dit, plus ou moins, parce que toi, Zempe, tu pensais qu'on allait plus le jouer que l'autre. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter, parce qu'il n'y avait plus Neymar, et parce que on comptait faire tourner, mais force est de constater que FX, qu'on est tombé sur un os, parce que l'équipe B de Paris est capable d'être son équipe A en réalité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les grandes équipes, de toute manière, se forment dans ce cas de figure-là. C'est qu'en fin de compte, ils ont 2 équipes titulaires, point barre. Et ça s'est vérifié mercredi. Après, pour conclure le côté championnat, il faut savoir que Bordeaux mène à Monaco. Donc voilà, ça va remettre du baume au cœur avant la préparation de dimanche. Mais voilà, on revient sur la coupe. Donc moi je pensais naïvement que Paris allait vraiment lâcher le match. J'étais très naïf, voilà, c'est tout. Et puis quand tu vois Cavani et Mbappé titulaires, tu comprends assez rapidement aussi. Ouais. Zempe, je vais te poser la question. On a fait illusion pendant jusqu'au but en fin de première mi-temps. Est-ce que tu sentais qu'à un moment dans le match on pouvait marquer tout simplement? Non, mais après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des 2 matchs, pour moi, on n'a jamais été vraiment dangereux. Je l'avais dit sur Twitter, on pouvait jouer 5 jours qu'on ne marquerait pas. Est-ce qu'un Payet n'aura pas été bon sur un deuxième match? Si, c'est obligatoire. De toute façon, Payet, sur n'importe quel match, tu peux pas dire quand il n'a pas joué que ça n'aurait pas été bien qu'il soit là. Forcément. Après, je pense qu'il a manqué quand même pas mal de choses sur ce match-là. Puis, quand tu fais rentrer Camara et Sarri juste en début de deuxième mi-temps, quand même, tu te dis que forcément, tu aurais pu avoir mieux, tu aurais pu faire jouer le coup un peu plus à fond. Mais dans tous les cas, pour moi, au final, avec l'équipe alignée de départ, tu n'avais aucune chance de gagner, en fait. C'est aussi clair que ça. Et je pense que Paris, ils prenaient très au sérieux cette Coupe de France parce qu'ils ont à cœur de tout gagner. Et que si tu voulais une chance de pouvoir les gagner, parce qu'il n'y avait plus Neymar, ça tu pouvais pas le savoir à la base, mais parce qu'ils allaient faire tourner un peu en vue du Real, il fallait mettre tout sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas que ça. Imagine, tu te fais encore sortir de la Champions League. Derrière, si tu gagnes pas toutes les coupes qui restent, c'est un sacré échec. Hein. Eux, ils ont vraiment pas le choix là-dessus. Ouais, voilà, c'est à peu près... C'est soit ils abandonnent toutes les coupes et jouent à fond la Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils sont plutôt en ballottage défavorable. Ça, là-dessus, je suis assez d'accord. Maintenant, on va aussi répondre à une polémique sur ce match-là. Et Fix, je vais te donner la parole. Lorsqu'on prend le deuxième, qu'on arrive en deuxième mi-temps et que tu vois qu'ils commencent à faire sortir et Thauvin et Gustavo pour des jeunes du centre de formation, les gens ont commencé à crier au scandale en disant qu'on ne veut pas aller le gagner ce match et que c'était dès le début on voulait pas aller le gagner de toute façon. Est-ce que tu partages cet avis? Ou est-ce que tu as une autre explication? Non, la première mi-temps, en fin de compte, on essaye de résister. C'est vrai que Paris a peut-être 2 occasions, mais pas plus que ça. Donc on fait quand même un match dit correct, même si offensivement, on n'a que 2 pseudo-occasions. Après, il est arrivé ce qu'il y a de pire dans le football, et ce que tous les entraîneurs adorent, c'est un but avant la mi-temps pour casser, et le deuxième but après la mi-temps pour tuer. Voilà, c'est arrivé, le tout en moins de 4 minutes, je pense. Donc à partir de ce moment-là, la réaction de Garcia, elle est logique, elle est instantanée. Tes cadres, tu les reposes tout de suite. Il y a un match super important dimanche. Ce qui est en train de se passer au Stade Louis II le prouve d'ailleurs que c'est important. Donc il faut vite se remettre dans le championnat. Et là, Garcia,
Moi, pour moi, il a 100% raison. La fierté, l'honneur, il faut arrêter les conneries. On n'arrive pas à battre Paris, on n'arrive pas à battre Paris. Donc voilà, notre championnat à nous, c'est tout le reste, c'est les 18 autres clubs. Donc voilà, moi je comprends complètement sa réaction. On va éviter les blessures, on va éviter tout ça. On a un sprint qui commence. Donc on donne tout pour le sprint. Et j'appelle à une mobilisation générale de tous les supporters de l'OM. Ne pas se lamenter sur cette semaine pourrie. On savait qu'elle allait être pourrie. Donc voilà, la dynamique à reprendre dès dimanche et il faut se mobiliser pour un putain de sprint final jusqu'à la fin. J'ai envie de partager l'avis de Djoubadjo parce que ça représente quand même une partie des supporters, même si j'ai du mal à la comprendre. Et donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc en gros, il dit que PSG-OM, tu alignes la même équipe que dimanche et basta. Et que en gros, on a une réaction d'un petit club avec cette histoire à 2-0, lâcher l'affaire. Il faut savoir, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que là, tu sous-entends que ton projet est installé depuis plusieurs temps. Et là, on a clairement, les dirigeants ont un message, c'est de mettre de côté, on va entre guillemets, cette fierté pour absolument monter dans le projet. On a tous envie de voir des grands joueurs débarquer, on a tous envie de voir l'OM revenir en Europe, mais pour ça, ça doit passer par des concessions. Attention, on entend ce que tu fais. C'est super bien dit là ce que tu dis, Julien. Le mot projet, voilà, il est exactement là. La marche, elle est bien parce que voilà, la course au podium, elle sent bon malgré tout. La 4e place, elle est super loin. Donc, enfin, on va dire 5e, il est super loin. Donc, voilà, tu es dans un super bon wagon et peut-être que c'est la priorité à avoir puisqu'on parle de projet, c'est step by step. Donc, si on est déjà dans l'idée de vouloir torcher Paris et de rivaliser, il y a des gens qui ont des neurones qui font des 8. Voilà, tu as raison d'insister sur le terme projet, c'est progressif. Et là, effectivement, on rejoint un peu ce que dit Christophe Dugarry. C'est vrai que finalement, on est un peu dans le calcul. Et moi, mon calcul, c'est clairement le sprint final. Voilà. Et cette semaine-là, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, quand est-ce qu'il y a un exploit ? Oui, l'exploit, il viendra peut-être plus tard. Si on veut bâtir, être fort et solide, les exploits, ils viendront après, puisque c'est ça, le projet. Mais moi, je voudrais vraiment remettre quelque chose en place. Et j'aimerais bien que les supporters comprennent ça. J'ai l'impression que les gens ont compris un truc, enfin, ont compris quelque chose de travers. C'est ça y est, on a un nouvel investisseur, on doit tout de suite être performant et au top et au-dessus de tout et compagnie. Il y a un truc, il y a des étapes qui doivent être faites pour poursuivre un cheminement d'évolution. On est dans le bon sens, c'est ça qu'il faut se dire. Lui-même, GHE a reconnu qu'on a un an d'avance par rapport à ce que eux tablaient. Moi, je suis pas persuadé que ce soit réellement le cas. Je pense qu'on est précisément dans le bon rythme et plus tard, ça aurait été un petit peu plus dramatique. Mais j'ai envie de me dire que il y a une étape à franchir, c'est de se requalifier en Champions League et quitte à sacrifier des OM Paris ou des PSG OM, alors qu'au final c'est faux puisque le match aller on l'a joué quoi. Et j'ai envie de me dire que il faut encore ronger son frein et que la lumière arrivera si on arrive à se qualifier dans cette Champions League. J'en suis persuadé, c'est pas possible autrement. Donc il faudrait arrêter de se dire que dès cette année on devrait tout exploser et c'est déjà bien ce qu'on fait. Voilà, c'est juste mon message. Puis il y a autre chose, si je peux dire. Vas-y. Tu joues 2 fois Paris en 3 jours. Quel message t'envoies à Sanson, à Abdenour, à Sarr s'ils jouent pas ces matchs-là Exactement. À NG. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont vraiment en dessous et que tu peux pas compter sur eux pour un gros match. Donc il y a ça aussi, c'est vraiment une logique de gestion. Gérer la fatigue en vue du match de dimanche. 3 déplacements. C'est la priorité. Et en même temps, donner de la confiance à des joueurs que, voilà, Abdenour, tu ne lui fais pas jouer en Coupe de France. Et pourtant, Dieu seul sait, vous le savez tous, que je porte pas Abdenour dans mon cœur. Mais si tu ne le fais pas jouer, là, 2e match contre Paris, c'est bon. Ça veut dire que tu comptes pas sur lui, que la fin de saison, il sera jamais concerné par le projet de l'OM. Et imaginons que quelqu'un se flingue. On veut tous tout le temps mettre la meilleure équipe, tout le temps avoir le plus de chances possible de gagner, surtout contre Paris. Mais il y a une certaine logique en tant qu'entraîneur que Garcia est obligé de respecter pour le bien de notre saison. Et pour appuyer tes propos, tu sais quel entraîneur fait ça, Zempe ? C'est Bruno Genesio il met que son équipe la plus forte et on voit très très bien ce que ça donne. Donc j'ai pas envie d'avoir un deuxième Genesio. Je fais confiance sur lui. Voilà. Ouais, merci. Non mais voilà, c'est cette parenthèse qui va laisser une trace psychologique chez les supporters. Après peut-être qu'au mois de mai on en rigolera de cette semaine-là. Mais voilà, il faut se rappeler qu'on a fait une année avec Michel et le fameux doyen sport. Au terme de ça, on n'arrive pas du tout à recruter avec des fonds de tiroir. Le projet McCourt, enfin le rachat arrive. Ça a commencé qu'au mercato d'hiver de l'an dernier. Un an après,
on est sur le podium dans un bon wagon Exact. avec 2 équipes fortes auxquelles on n'aurait jamais cru. Si les gens ont un problème avec cet OM-là, allez supporter Paris directement, parce qu'eux, ils ont l'argent, ils ont les stars et ils ont la victoire, qu'ils aillent le faire directement. Je vais vous dire mieux. Il faut être fou. Mais je vais vous dire mieux, Paris dans sa première année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, tout simplement, on les bat sur leur première année. Ils ont rien fait, ils finissent pas champions. Voilà, ça fait que 1 an et demi parce qu'ils ont pris en cours des saisons, mais on peut considérer 1 an plein qui sont là et on est déjà sur le podium. Au final, est-ce qu'on suit pas la même route que les Parisiens? Et souvenez-vous, le premier recrutement parisien qu'il y avait dedans, c'était pas non plus des fous, quoi. Et il faut arrêter. Donc soyez un peu patient. Je sais qu'à Marseille on n'est pas patient de tout de suite, mais dites-vous très bien qu'on aurait pu se retrouver avec Lopez, avoir 15 recrues que personne connaissait, mais qu'au final on serait relégable. Donc je vais refroidir l'ambiance. Monaco égalise. Contre qui? À Bordeaux. Ah, bon, c'est pas grave. Moi je me dis, regardons nos résultats et après on verra. On va passer à la partie 3, avancer un petit peu. Donc la suite du championnat, Nantes, premier tournant. Tout simplement, on a un petit peu mangé sur le sujet sur notre début la dernière partie, mais est-ce que vous pensez pas que, comme je vais reprendre ta formulation FX, le championnat commence maintenant? C'est-à-dire que là, on a enchaîné des matchs tous les 3 jours, limite les mecs ils ont pas fait d'entraînement, ils ont fait que de la récupération et des voyages. Est-ce que le championnat ne débute pas ce dimanche contre Nantes, et c'est pas là qu'on va voir si on est capable d'aller au bout ou pas, ZMP? Tu rentres quelque part un peu dans, entre guillemets, le sprint. Alors, je dis pas le sprint final, mais là, ça commence, les points commencent à compter. Tu as toujours une belle avance sur Lyon, puisqu'on a 5 points quand même. Tu es toujours à la lutte avec Monaco. Tu as passé Paris en championnat, tu as passé Monaco en championnat, donc tu as passé quand même les équipes contre lesquelles tu es censé perdre des points. Maintenant, il te reste Lyon. Et après, tout le reste, c'est abordable. Tout le reste, tu peux le gagner. Donc, c'est maintenant que tu dois prendre le maximum de points. Et c'est maintenant que tu dois aller chercher ta qualification en Ligue des Champions, que ce soit en 2e ou en 3e, et tout faire pour aller emmerder Monaco le plus longtemps possible. Et ouais, donc c'est un peu un nouveau championnat qui commence, en effet. Ouais. Fabien Barthez, il l'a toujours dit que les championnats, c'était mars et avril, c'était toujours les mois les plus importants. Donc voilà, on vient d'arriver au mois de mars, donc voilà, on verra l'importance. Vas-y, Gunther. Après, je voulais te lancer sur autre chose, mais vas-y. Ah d'accord, mais non, c'est juste que depuis le début de la saison, à chaque fois que j'entends parler, est-ce que c'est le premier tournoi, est-ce que c'est... Je déteste cette expression, mais là, vu la double confrontation qu'il vient d'avoir et que dès le début on s'est dit, il va falloir que mentalement on reste dans le coup après ce double classico. Là, oui, ça peut être un tournant. Est-ce qu'on va reavoir les corones directs et re-enchaîner avec les victoires, ou est-ce que le mental il va être affecté? Ouais. Allô? Moi, je pense pas que. Oui. Je crois qu'on a perdu Gunther, non? Je sais pas. Oui, on a pas. Vas-y, ZMP. Je pense pas que moralement on ait été touché ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que là, contre Nantes, les joueurs vont avoir à cœur de bien repartir et de relancer une nouvelle série, puisqu'on a mis un terme à une très belle série. Puis en plus de ça, on a l'Europa League pour concerner tout le monde et pour. C'est le plaisir, quoi. À côté de ça, tu as encore l'Europe, faut quand même le dire. On a un 8e, on a Bilbao, c'est pas une affiche dégueulasse, et on peut s'offrir le plaisir d'aller en quart, avoir une belle affiche. Donc franchement, tout est réuni pour avoir une belle fin de saison, et tout se passe bien pour le moment. Faut pas non plus tomber dans le drame après 2 défaites contre Paris. Moi je suis assez... Ouais, c'est bon, on t'entend, Gunther. Je vais te lancer là-dessus, d'ailleurs, Gunther. Il faut se dire un truc. C'est que tous ceux qui nous ont plus ou moins réellement emmerdés en la première partie de saison, à savoir Rennes, à savoir Bordeaux, à savoir Monaco et à savoir Paris, ça y est, c'est déjà passé. C'est derrière nous. On en a gagné certains, on a pris des points contre Rennes et Bordeaux, on en a un peu abandonné contre Saint-Etienne, mais regardez un truc. Lyon, d'ailleurs, ils ont fait quoi, Lyon, ce week-end? Je viens de pas regarder. Lyon, ils ont encore perdu, non? Ils ont fait match nul, excusez-moi. Donc, dans leur derby. Que ce soit Lyon et Monaco, n'ont peut-être pas affronté toutes ces équipes-là et vont sûrement abandonner des points. Quand on voit Saint-Etienne qui commence à faire perdre des points et à nous et à Lyon, quand on voit Bordeaux qui a fait perdre des points à Lyon, qui est en train de faire match nul contre Monaco, moi je me dis, il y a quelque chose à jouer, parce que dites-vous une chose, après Nantes,
et après Lyon, il n'y a plus personne qui va être dur à prendre dans ce championnat-là. Un petit match piège à Toulouse, comme c'est souvent un petit peu le cas. Après, il faut savoir Pas Andy Delors. Monaco ira à Paris aussi en avril. Mais là, Ouais. Monaco, ils ont un calendrier difficile qui arrive quand même. Ils ont quelques matchs emmerdants. Mais c'est pour Ouais, ça, les gars, je c'est vous à dis... moi qui parlais à la base. Vas-y, Gunther. Non, je rigole. Non, mais je pense comme toi, on a évité toutes les. Après, Nantes, par exemple, tu vois, au match aller, on s'en sort, mais c'était chaud. Donc, c'est le genre de match où, certes, au match aller, on a gagné, mais ils nous ont vraiment embêtés aussi. Donc c'est pas non plus que. Enfin, faut pas juger que sur le résultat pour savoir si une équipe nous a embêtés ou pas, quoi. Moi, enfin, de ce que j'en pense, en tout cas, enfin, voilà, quoi. C'est... Non, mais Le match Ils vont contre perdre Lyon des va points. être décisif, quoi. Le match Voilà. contre Lyon va être décisif, je pense aussi. C'est là que tu Non, sauras si même tu pas, finis sur même le pas podium pour ou pas, quasiment. Pour moi, même pas. franchement. Vu qu'on a les points d'avance pour être. Puis Ouais, mais Lyon, justement, c'est là que tu tu sais pas creuses s'ils vont l'écart. gagner ce week-end. Ouais, non, mais ouais, si si tu gagnes, Gunther, Lyon, ils reviennent plus, quoi. Ouais, ils reviennent plus, c'est compliqué de revenir derrière ça. Surtout Oui, que mais c'est pas forcément le tournant. FX disait Lyon, c'est une équipe de série, ils sont dans la série négative au pire moment, c'est parfait. Juste, je vais attirer votre attention, je vous ai mis la petite composition d'équipe, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ou vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose de différent? Donc on est de retour sur une équipe classique. Je vois pas aucun poste sur le terrain parce qu'on va avoir besoin de joueurs de ballon pour aller bouger un bloc. Ouais, à la limite, je sais même pas si on verra pas Lopez. Je pense aussi, mais pour moi, l'absence de Zambo a tellement été préjudiciable sur le deuxième match de Paris que je vois pas ne pas le Ouais, mettre. bah, vu qu'il s'est reposé, en plus, c'est probable que ce soit lui qui joue. Hein. En plus, Lopez a joué. Il y a presque un le élément de dernier. réponse. Hein. Ouais, D'ailleurs, normalement, ouais, mais. Je voulais poser la question à toi, FX. Moi, franchement, je vais vous dire un truc. L'association la meilleure au milieu, pour moi, ça fait même plus débat. J'ai l'impression que Gustavo sans Zambo, il lui manque quelque chose. Comme si lui. Alors, il y a toujours un grand Zambo, mais tu as l'impression que c'est. Je sais pas, que le milieu de terrain est plus équilibré. C'est quand même la doublette qui a le plus joué ensemble, qui a rapporté le plus de points. Et c'est surtout, j'ai l'impression que cette complémentarité-là, elle est énorme. Plus que ce qu'on le pense, au final. FX, qu'est-ce que tu en penses? Vu que tu me poses la question, je vais faire une réponse que Gunther n'aime pas, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas débat, et je suis d'accord, il n'y a pas débat. Ce que tu dis, c'est évident. Il y a une complémentarité qui s'est créée, et moi, quand je vois les deux sur la compo, ça me rassure. À part si on va affronter un soi-disant petit chez nous et que je vois Maxime Lopez, ok, mais voilà, quand j'ai vraiment envie de points et d'une victoire sans stresser, voilà, c'est la doublette que je veux voir. On n'en a pas parlé, et moi je fais un petit mea culpa en live. J'ai souvent dit à Zempe que je trouvais une utilité à 500 en 10. Depuis Paris, j'ai du mal à le défendre en 10. C'est plus possible en fait. Je te rejoins complètement pour savoir quel est son rôle véritable. Même si ça a été pas l'un des pires sur la deuxième confrontation, mais j'arrive pas à savoir vraiment. Je sens le joueur perdu. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais, moi c'est toujours comme ça que je l'ai vu, tu le sais, mais c'est pour ça que je me dis que peut-être que Garcia il voit un intérêt que nous on voit. Oula, ça Je sais bug. plus c'est que j'ai vu ça. Il parlait de lui comme... Ouais. Allô? Ouais, on t'entend, vas-y. Il le voyait comme un joueur de jouer vraiment proche de l'attaquant et de marquer des buts. Donc je sais pas si on comprend pas le rôle vraiment que Garcia attend de Sanson, mais pour moi, en tout cas, il n'y arrive pas et il n'exprime pas pleinement son potentiel, c'est une certitude. La seule possibilité, mais je pense pas que ce soit maintenant que Garcia retente de repasser à l'offensive, mais quand on voit l'explosion de Anguissa, peut-être que Anguissa peut reprendre le rôle de William Vainqueur et Gustavo prendre la position de Sanson de l'année dernière et Sanson la position de Lopez de l'année dernière, c'est-à-dire ce fameux milieu à 3 en 4-3-3. Ouais, voilà, en 4-3-3. Parce que maintenant, je pense que Zambo peut faire la sentinelle, les doigts dans le pif. Gustavo occuper le côté gauche et Sanson peut. Et attention, parce que mais ça n'arrivera pas. Mais... Attends, Zambo, c'est quand même le seul contre le match de Paris qui pouvait se sortir d'une situation. Il y avait 3 joueurs sur lui. Zambo, Techniquement, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est le seul joueur au niveau des stats qui pouvait être joueur parisien de notre côté ce soir-là. Ouais, c'est un Parce peu qu'on a parlé de ménesquesque. Gustavo en début, on a un peu parlé de Gustavo au début du match. Finalement, on a complètement oublié de parler que c'est quand même Anguissa qui a fait le meilleur match. Ouais, mais j'en ai pas parlé parce que ça a été dit dans toutes les émissions. Je fais confiance aux autres pour avoir défendu son beefsteak, mais c'est une évidence
que Zambo était au-dessus du lot sur le premier match. Et c'est une évidence, et on l'a pas souligné non plus, que Mandanda était l'homme fort de cette équipe, et tant mieux, Gunther, c'est toi qui disais ça, on a retrouvé notre phénoménal, tant mieux, et sur un gros surtout, match. voilà, qu'ils reviennent directement en forme, ça fait plaisir. Parce que, on va juste finir avant de passer à une autre partie. Alors je l'ai pas parce qu'au final la personne a supprimé son tweet. Mais là, ce soir, il y a un petit communiqué. Habituellement, on évite de parler des groupes de supporters parce que c'est assez compliqué, c'est assez épineux. Maintenant, si vous l'avez vu passer, les Sauce Winners ont fait un communiqué ce soir que j'ai pas du tout compris. Donc, dans les grandes lignes, ça disait en gros que ils poussaient un énorme coup de gueule parce qu'on était sur 3 défaites consécutives, dont Braga, alors que c'est pas réellement le sujet parce que Braga, tu es plus dans la gestion, tu perds 0-1 mais tu es qualifié. La double confrontation contre Paris, nous on s'y attendait tous, peut-être pas eux, mais nous on s'y attendait tous. Et ils remettent tout en cause, j'ai l'impression, de le communiquer. Et surtout, ils critiquent à mort en disant qu'il n'y a pas d'identité dans le jeu et compagnie, alors qu'on fait un des meilleurs départs au niveau des points depuis des années. Donc j'aimerais comprendre ce genre de communiqué, et je pense qu'ils ont compris eux-mêmes qu'ils avaient fait une couille parce qu'ils l'ont supprimé. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour dire ce genre de choses, surtout qu'on n'a pas le feu, on est 3ème du championnat, on est dans le bon wagon comme disait FX. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce communiqué? Je vais faire très simple, hein. Sans les extraterrestres de Paris, on a tout simplement un parcours de champion statistiquement. Je peux pas dire mieux, je peux pas dire plus, il n'y a pas à argumenter. Là, ce sont les chiffres qui parlent, là, c'est la réalité. On a un parcours de champion. Point barre, voilà. Dans la normalité du football. Donc, et si les gens ne viennent pas au stade, messieurs les Sauce Winners, je ne pense pas que ce soit à cause de ce qui se passe cette saison, mais plutôt ce qui s'est passé les saisons dernières. Et depuis l'avènement de Paris, c'est une évidence. Oui. Non, mais je pense. Vas-y, Gunther. Ah, bon, si tu me laisses. Non, je pense que juste les défaites face aux rivales ont fait mal aux Winners, et je pense qu'ils ont été frustrés. Ils ont peut-être un peu réagi à chaud. Parce que quand j'ai lu le communiqué, beaucoup de gens l'ont dit, et je partage, j'ai eu l'impression qu'on était 16e, sorti des poules d'Europa League. C'était vraiment limite ce qu'on pouvait lire, même voire pire qu'après la défaite de Monaco et de Rennes. Zempe, tu as vu la longueur du communiqué? Ça peut pas être à chaud. Si, c'est à chaud, clairement. Ouais, mais tu sais, peut-être c'était genre 4-5 personnes très énervées, très remontées, qui en ont après la direction, qui sont. C'est encore pire, à chaud, mais en bande organisée. Oh. Non, je voulais juste rajouter un petit truc. Ça va, pour faire écho à notre émission de la semaine dernière, c'est un exemple parfait de ce que je reproche au groupe de supporters en général, à l'Olympique de Marseille. C'est toujours en faire trop quand il n'y a pas à en faire trop. Tu vois, mais j'ai l'impression, j'ai surtout l'impression qu'il y a une espèce de caste, Gunther, de supporters qui ne se complaisent que dans l'échec, et tant qu'il n'y a pas de réel problème, ils rongent leurs freins, et dès qu'il y a un problème, ils sautent sur l'occasion. Et attention, les supporters lambda, il y en a plein, ils vont pas au stade parce qu'ils en ont marre justement de ces attitudes-là. Et j'en connais plein. Et il n'y a pas que ça aussi. C'est aussi faux. Il y a un truc qu'il faut bien se dire, les gens qui ne vont plus ou peu au stade, c'est surtout les Marseillais, c'est ce que je constate. Le 3/4 des gens aujourd'hui qui remplissent vos gradins, nos gradins, c'est des gens qui viennent de l'extérieur de Marseille. Donc il faudrait peut-être se remotiver nous-mêmes, même si on a connu une période douloureuse, on peut le dire comme ça. Après, je comprends très bien, chacun fait ce qu'il peut, et s'il peut pas venir, tant pis. Enfin voilà, on peut pas mettre un couteau sous la gorge. Maintenant, si on veut encore rivaliser sur quelque chose avec des gens, si on veut prouver que l'OM est un grand club, ou en tout cas son public est un public formidable, c'est à nous aussi de faire l'effort de passer outre tout le reste et arrêter d'être dans la réaction, mais plutôt dans l'action, je trouve, et en répondant de la meilleure manière, c'est-à-dire en venant soutenir notre équipe qui fait quand même un bon parcours. Voilà. J'ai une question d'un Twitchos. De René Carré 2204. Je vais le kick d'ailleurs, René Carré. Vas-y. J'ai une question pour les questions au Titos. Comment expliquer la faible affluence à ce jour pour Bilbao, la déception de la double confrontation face au PSG du Qatar? Non, moi si j'ai une réponse, et après vous me direz ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit depuis le début de la saison, l'Europa League c'est pas une compétition qui hype comme les autres. Et à moins d'avoir un gros match, et encore, on l'a vu des années précédentes que ça n'avait pas ramené 40K personnes. À moins d'avoir ça ou d'être dans le dernier carré,
je ne vois pas les gens venir en semaine au match, même si c'est pas 21h au final. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, pas d'accord avec ça? C'est ça. Ouais, il y a ça, il y a que c'est toujours pareil. Ça c'est une excuse un peu toute faite, mais le jeudi, bon, c'est toujours compliqué, mais ça c'est quand on compare par rapport au week-end. Mais il y a aussi ce fait que l'Europa League, je pense que dans l'esprit des Marseillais, c'est un peu une solution déjà de base, parce que nous, on aime la Ligue des Champions, on a gagné la Ligue des Champions, on veut la Ligue des Champions. Et il y a aussi le fait que jusqu'à maintenant, en Europa League, on a quand même très rarement sauté au plafond. Et je pense que en plus, après une défaite 2 fois contre le PSG, quand même un petit coup au moral, se dire qu'on retourne en Europa League et qu'on peut se manger des purges, je pense qu'il y en a pas mal qui le voient comme ça. Et bon, ça motive pas grand monde. Alors après, je vais juste, bon, ça c'est une phrase un petit peu fanboy, tu vois, mais si vous lâchez les gars après 2 défaites contre Paris, ben, arrêtez de chanter au stade sans jamais rien lâcher pour l'amour du maillot, ça sert à rien. Ouais, ça c'est sûr. Hein. L'OM, ça se supporte dans la victoire comme dans la défaite. Venez au stade, voilà, nous on y sera pour la fin. Moi j'y serai en tout cas. Victoire ou défaite, peu importe. Voilà, dimanche je suis au stade. Pour l'affluence, je rajouterais. Enfin, moi c'est comme ça aussi que je vois les choses. On est dans un pays où journalistes, coachs et joueurs dénigrent cette compétition. Et je pense que c'est faux. Il y a plusieurs journalistes qui. Non, mais en général quand même. Et je trouve quand même que dans ce pays, on la prend vraiment de haut cette compétition à tout étage. Dans toutes les strates de. Ah oui, bah, vrai, écoute, je rebondis sur ce que tu vas dire, parce qu'en fin de compte, tu as des gens un petit peu gros sur une chaise qui vont, même chez RMC d'ailleurs, qui vont nous faire la leçon. Oui, les clubs français, la mentalité en Europa League, blablabla. On est bien d'accord, mais la couverture médiatique, elle est complètement pathétique. Tu n'as pratiquement aucune bande-annonce, on n'en parle pas, il n'y a pas de débrief. Enfin, ils se foutent clairement de notre gueule. Ils nous ordonnent, nous, clubs français, de la jouer, mais en fin de compte, tu sais ce qui m'a fait. Je suis d'accord avec toi, FX, et j'ai même un exemple pour l'appuyer. Souvenez-vous quand on avait fait une journée spéciale PSG Real sur toutes les radios, et notamment une radio, je vais la nommer parce que c'est à mon sens la pire, c'est RMC. Ils avaient fait une journée spéciale, mais vraiment, ils avaient tout donné du matin au soir, rendez-vous sur rendez-vous, machin, interview. J'avais l'impression que c'était, on revivait l'enterrement de Johnny à la télé, mais je sais pas. Le lendemain, et c'était pas si loin que ça, c'était le lendemain, on avait rien pour les équipes engagées en Europa League. Et il y en avait 2 ou 3, Nice, Lyon et nous. Donc, tu mets une hype immense pour une équipe qui se fait balayer à chaque fois en 8ème. Mais par contre, pour les petites équipes, et après, par contre, s'ils loupent leur match. Petites équipes non, mais c'est dans leur façon de penser, voilà. Si tu veux. Pour les autres équipes qui participent aux compétitions européennes, tu fais rien, tu mets rien en œuvre, mais par contre, s'ils jouent pas la compétition, tu leur dis ah mais c'est un scandale qu'ils ne jouent pas. Voilà. Donc, en fait, non, mais pire gros trolls. Pire que ça, c'est qu'en fin de compte, nous avons ordre de supporter et de soutenir la plus belle équipe de la galaxie, parce que c'est l'Europe, parce qu'il y a l'indice UEFA. Par contre, il n'y a pas ordre de supporter des équipes qui sont en Europa League. Ça, non, c'est pas. Bah, ça vaut pas, ce qui paraît. C'est pas important. Hein. Surtout qu'on a des chances de la gagner en vrai. Hein, parce que je vois pas d'autres équipes réellement supérieures où sur un match tout peut arriver. Et comme Dubadio l'avait dit dans le chat, il y a quand même pas mal de belles équipes entre guillemets qui restent dans la compétition. Ça fait une mini Ligue des Champions. C'est fini l'époque où tu rencontrais en Europa League des équipes de Roumanie ou je sais pas d'où. Là, voilà, tu as quand même des Milan AC, des Arsenal. Tu as des équipes. Alors je sais pas, tu as quand même quelques équipes que tu as envie d'aller jouer quand même. Donc l'indice UEFA n'existe pas que en Ligue des Champions. En plus. Donc, voilà. nous faire le sermon de oui, les Marseillais, faut soutenir les Parisiens. On va avancer. C'est comme ça que les Russes ont réussi à niquer les Portugais à l'indice UEFA. Voilà. Est-ce que Zempé, tu veux rajouter quelque chose? Les Portugais ont réussi à niquer les Français à l'indice UEFA. Voilà. C'est vrai en plus parce que le Portugal, c'est vraiment le championnat qui prend à cœur cette Europa League. Ah, eux, c'est leur Ligue des Champions. Benfica, Porto, Braga, tu les vois tous à fond là-bas. S'ils ont de la notoriété en Europe, c'est uniquement grâce à l'Europa League. C'est ça qui me rend fou. Mais nous, de toute façon, ouais, il y a quand même la Ligue des Champions. Mais de toute façon, ils ont toujours pris. C'est des pays qui ont toujours pris à cœur. Il n'y a pas un pays, je trouve, à part peut-être la France, qui ne prend pas réellement à cœur ces scènes européennes. Les Anglais. Les Anglais, ouais, et encore. Hein.
Ben, tu Ouais, vois, souvent. les derniers gagnants, c'est une équipe anglaise. Ouais, non, mais c'est des effectifs qui passent par même. Mais quand, genre les West Ham et tout ça, à chaque fois que c'est en Ligue des Champions, en Europa League, ça fait Bon. carnage au final. Je vais Ben, juste. après, c'est juste Ouais, un vas-y, petit on truc. finit En là-dessus. général, c'est les gros clubs qui font ça quand ils sont en Europa League, comme Manchester United l'année dernière, ou comme certainement ce que vont faire l'Atlético, Dortmund. Bon, j'ai pas spécialement suivi leur parcours, mais ça fait quand même pas mal tourner au début. Et quand ça commence à devenir sérieux vers les demi-finales, ça joue sérieusement Mais- la compétition, surtout que tu as une place en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que tu as vu que Manchester United, ils ont joué sérieux à partir des demi, quoi. Et je vais finir là-dessus. Et c'est vrai, tu as complètement d'accord, SMP, mais je vais finir là-dessus sur le très très beau message de Steven 170577. Et imaginez la gueule d'Olas de voir son bel outil connecté rempli de ciel et blanc. Voilà, tout simplement. Rien que pour ça, on devrait la jouer à fond, cette coupe. Voilà, rien que pour aller gagner devant l'autre Ouais, c'est pas trisomique. Ça me Voilà. dégoûte. Donc, non, c'est vrai, ça serait C'est tellement beau. sublime, ça serait mais Franchement, tellement ça- magnifique. Est-ce que ça vous ferait pas plus bander que d'avoir gagné contre Paris cette année, quoi? Moi, Ah, moi mec, je te dis un carrément. truc, Julien. Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux dans ma vie de supporter. Même, je pense que jamais je pourrais revivre une telle joie que de battre le Milan AC en finale dans le stade des Lyonnais. Eh ben, là, Ça tu bandes d'avis. serait- Mais tu bandes d'avis, c'est sûr. Les premiers, il n'y a jamais les premiers à gagner l'Europa Et League imagine- encore contre le Milan AC et dans le stade de Lyon. C'est pas Attends, beau, ça on va pousser le vice, SMP. Et on pousse- Vas-y, parle. Attends, on pousse le vice. Et imagine cette victoire, elle se concrétise sur une passe décisive de Mitroglou pour un but de NJ à la 90e. Est-ce Ah que, bah ce là, serait... Est-ce que ce serait pas le... Ancien Lyonnais. Mais non, c'est pas il y a ça. un petit but de Béjimo. Tous les Ouais, ouais. athées vont se mettre à croire en Dieu après ça. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va passer assez de vieilles rumeurs et enfin de vieux rêves, quoi. Donc là, on va aborder un sujet un petit peu plus sérieux pour le coup. On a un petit peu rigolé avant, mais là, on va essayer de se remettre dans l'ambiance. Vous savez qu'il y a eu des incidents, on s'est fait écraser dans toutes les chaînes publiques à grande écoute en disant mais c'est scandaleux, les supporters marseillais vous êtes scandaleux, on vous donne le droit de revenir dans des stades après tant de temps et vous avez foutu bordel, est-ce que c'est pas normal, etc., etc. Donc on va essayer de se poser une question, d'aller plus loin et de voir si ça n'a pas quand même été un petit peu organisé tout ça et de voir qu'au final on n'est pas les seuls fautifs et ils ont quand même été bien aidés, je pense, nos supporters, et bien aidés dans le sens jetés en pâturage à une foule de Parisiens qui n'attendaient que ça. Déjà, ceux qui sont sur Twitter, vous avez dû voir passer cette semaine beaucoup de tweets de gentils Parisiens qui n'avaient même pas envie de regarder le match, mais cassaient du rat, comme ils disent, du Marseillais, donc, avec un petit air raciste au passage. Donc je vous ai mis à l'écran tout simplement la tribune où étaient parqués les Marseillais. Et il y a quelque chose d'emblée qui nous a frappé, parce qu'on a analysé beaucoup de choses avec les FX notamment, c'est cette absence de parquage total, c'est-à-dire de filets qui auraient dû être de tous les côtés, y compris au-dessus, sachant que ça s'y prête très largement. Je vais te laisser un petit peu la parole là-dessus, FX, parce que tu étais au stade. Voilà, comment tu as senti déjà ton arrivée au stade? Comment tout ça s'est passé, le parquage, comment tout ça s'est organisé? Bon, déjà, je félicite quand même l'organisation préfectorale au niveau du cortège parce qu'on a bien été pris en compte au péage de Fleury. Tout le monde a pu monter dans les bus. Voilà, il y a eu juste le contrôle de tous ceux qui étaient munis de places. Donc, il n'y a vraiment eu aucun incident, rien du tout. C'était crème. La traversée de toute la N104, la francilienne, pareil, elle était parfaite. On est arrivé au pont de Sèvres, ça allait. Et là, au pont de Neuilly, les premiers cailloux sont arrivés sur les premiers bus. Mais bon, ça, c'est le hasard. Ils sont tombés du ciel, hein, ces cailloux-là. Il y avait une météo très dangereuse. On va dire que c'était des grêlons. Hein. Je ne pense pas que ce soit des cailloux lancés par des supporters parisiens qui nous attendaient. Ça n'aurait pas de sens. Ensuite, aux abords du stade, Tu veux dire qu'il n'y avait pas 100 Parisiens qui nous attendaient quelque part? Ah non, D'accord. surtout pas à 100 mètres du stade où il y en avait une centaine avec des fumigènes, tout ça. Apparemment, il y avait le carnaval de je ne sais plus quel, ou le nouvel an chinois, je ne saurais pas te dire. Mais bon, voilà. Ensuite, donc bus par bus, une fois qu'on a été stationné, voilà, c'était bus par bus, personne ne descendait. Premier bus, première personne, premier bus, deuxième personne, troisième, quatrième, cinquième personne, ainsi de suite. Ensuite, second bus, troisième bus, jusqu'à Montgineuf.
On sort du J9 un par un, donc du coup après c'est une fouille totale. J'avais mon briquet dans mon cul parce qu'il était hors de question qu'ils me le prennent. Ensuite on est passé à une seconde fouille après avoir récupéré nos vrais billets puisque nous avions une contre-marque. Et après on a pu avoir donc accès aux travées du stade du Parc des Princes, donc devant les escaliers. Nous n'avions pas accès tout de suite à la tribune, c'était fermé, c'était bloqué. Donc on a attendu une grosse demi-heure, peut-être même 40 minutes sous les gradins. Et ensuite, voilà, on a eu le feu vert pour pouvoir rentrer dedans. Première question, donc on le sait tous, ça a diffusé dans la presse. Donc cette histoire de toilettes cassées, saccagées pour être plus précis. Donc toi, la première photo qui a été diffusée, faut le savoir, ça a été diffusé vers 20h30. Qu'est-ce que tu as entendu, toi, de ton point de vue? Est-ce que tu as entendu que ça a cassé? Est-ce que les premiers supporters, parce que tu avais contact avec ces premiers supporters, ont entendu que ça avait cassé? Et surtout, les CRS qui n'étaient pas très loin, est-ce qu'ils se sont pas bougé le cul quand ils ont entendu? Parce que ça fait quand même du boucan, quoi. Est-ce qu'on peut pas... Moi, quand je suis arrivé, donc j'ai dû arriver 15 minutes après les premiers arrivés, sachant qu'ils se sont tous rués en haut des escaliers, parce que pour le bâchage, quoi qu'il arrive. Donc les premiers arrivés, en général, se stockent tout de suite massivement pour avoir tout de suite accès aux barrières pour pouvoir mettre leur étendard. Ça, faut le savoir. Donc voilà, j'ai un copain qui était parmi le premier bus et donc parmi les premiers rentrants sous les travées. Lui n'a strictement rien entendu. Moi, voilà, je suis arrivé donc peut-être 15 minutes après. Les seuls mouvements que j'ai pu avoir, ce sont les gars qui tapaient sur la tôle parce qu'il y avait les Parisiens qui étaient derrière, quoi, voilà, avec peut-être un ou deux gros mots qui fusent, mais pas plus. Ça a chanté sous la tribune, ça a dansé. C'était vraiment une superbe ambiance. Et les CRS étaient effectivement du côté des chiottes. Et voilà, et en descendant, voir, stupéfaction, j'ai vu que tout était ramassé, tout était détruit, quoi. Mais voilà, pas une seule goutte d'eau par terre et pas une seule goutte d'eau. C'était archi sec partout. Et même d'anciens vomis et d'anciens excréments étaient présents sur place, présents au rendez-vous. Et pareil, c'était pas frais du jour, quoi. Tu vois, donc bon, le nettoyage était à refaire. Après, je tiens à préciser qu'il y avait quand même le graphe des UB90. Je ne dis pas que c'est eux, parce qu'entre-temps, il y a eu le match de dimanche Marseille et que la tribune visiteur a été mise à la disposition des footix parisiens. Donc je pense pas qu'ils aient présenté des chiottes dans cet état-là. Donc apparemment oui, ce serait nous, mais où, quand et comment? Alors là, je suis incapable de vous dire. Ça restera. En tout cas, 20h30, c'était déjà fait et des supporters marseillais sont arrivés. On va dire, ont pu avoir accès à cet espace-là aux alentours de 20h, peut-être un peu moins, 19h50 vers là. Donc ça me paraît. Il y a des choses qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que réellement c'était le cas ou pas. Mais... C'était un ouragan comme le diable de Tasmanie, quoi. Ça a été fait en 2 secondes. Et surtout, bien préciser que les CRS qui étaient pas très loin n'ont strictement pas bougé, ne sont pas allés voir ce qui se passait. Bon, il n'y avait pas de traces de sang en tout cas dans les toilettes, donc ils ne sont pas intervenus. Maintenant, on va venir sur le sujet le principal, et c'est là qu'on est en total désaccord avec les médias, à savoir un truc. Donc visiblement, les médias ont dit que, j'ai plus les mots exacts, mais ils auraient sous-entendu que nous avons été totalement les fautifs, qu'on a foutu le bordel dès le début. Nous, on veut rétablir quelque chose qui est évident, c'est la sécurité sur un match comme ça a été ridiculement laxiste. Sur la première image que vous voyez à l'écran, vous voyez des stadiers côté parisien, quelques-uns, personne du côté marseillais. Ça, c'est première erreur. Deuxième erreur, le manque de filet, donc comme je le disais, à gauche et en haut, ce qui a provoqué les échauffourées que vous avez vues par la suite. Et surtout, vers la fin, l'intervention des CRS était uniquement dirigée vers les Marseillais. Et du coup, ça a profité aux Parisiens qui n'étaient absolument plus contenus à ce moment-là, ni par les stades ni par les CRS, de s'en donner à cœur joie sur 400 Marseillais qui étaient complètement bloqués. Voilà, tout simplement. Voilà, je suis obligé de rajouter, hormis les 2-3 petites provoques. J'allais montrer les vidéos, c'est pour ça. D'accord. Hormis 2-3 petites provoques limite habituelles, il y a eu le coup du fumier que moi j'ai pas vu partir, donc je peux pas dire. Peut-être un ou deux jets de trucs à droite à gauche, ça a été calme et tout. Mais bon, il y a eu une petite provoque et là on a toujours des petits ozons un peu partout, y compris chez nous. Par contre, la fin de match, c'est pas la même histoire, quoi. Voilà. Donc si tu veux montrer la vidéo, montre-la. Voilà, je vais vous montrer 2 vidéos qui ont été prises en parkage pour montrer l'absurdité, ne serait-ce que du cordon
de stadiers, du cordon de police. Pour vous montrer je vais vous montrer d'abord la première vidéo, on en parlera, la deuxième vidéo, et après vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est parti. Surtout pour un classico. Attends, Booker. La vidéo est partie. Voilà, donc je vais essayer de faire le commentaire en direct, mais tout simplement vous voyez, les supporters marseillais peuvent aller au contact. Et ça, je sais pas, normalement ça ne se voit pas en vérité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aller volontairement aller provoquer les Parisiens voilà, ils sont pas contenus, il y a personne qui contient rien. Donc il y a réponse de provocation assez facile d'un côté, de ce côté de ce filet. Déjà ça c'est la première incompréhension. En plus tu me disais que de ce côté-là FX c'est par là où vous êtes rentré, mais il y avait une barrière qui n'avait pas été fermée ou qui était plus fermée, je sais plus trop FX. Écoute, je vais te dire, on n'a jamais su si on avait accès à cette partie-là ou non, parce que quand on est arrivé devant les travées, on nous a dit à droite, à droite, à droite. Donc ils nous ont poussé justement un petit peu du côté des fameuses chiottes. Mais on n'avait pas le droit de prendre ces escaliers-là qui menaient à cette portion. Et il n'y a qu'en deuxième mi-temps, finalement, voilà, il y a eu les provocations qui sont parties se faire au filet. Et ce sont les stadiers marseillais qui sont venus reprendre, on va dire, par le col, 5, 7, 10 minutes après, par le col, en disant vous retournez dans cette portion-là. Mais donc, c'est étrange, c'est le mystère. La volonté, c'est quand même de laisser action. En fait, tu es la préfecture, tu es tous la LFP, tu es tous ces organismes-là qui veulent voir disparaître ce genre de supporters dans les stades. Quelle est la meilleure façon de le faire si ce n'est leur laisser de la liberté et dire vous avez vu, on leur laisse un petit peu. Oui. Pour justifier des réactions, il faut qu'il y ait des actions. Donc exactement. Tu les laisses se faire. Et quoi de mieux que de provoquer cette situation en mettant le laxisme à son paroxysme et en mettant deux ennemis jurés, deux rivaux jurés face à face avec certaines libertés assez ahurissantes pour au final se dire que voilà, je vais te citer par exemple le classico romain, donc Lazio contre la Roma. Tu verras à chaque fois les images. Tu auras l'espace réservé aux visiteurs, clôturé donc par deux extrêmes, et ensuite tu auras deux cordons de CRS en ligne en général pour justement que l'espace vide ne soit pas occupé et occupable. Voilà, c'est là les CRS, je sais pas, aux abonnés absents. Apparemment, ils étaient occupés par un autre truc qui s'est déroulé en bas, il s'est strictement rien déroulé en bas. Donc pourquoi est-ce qu'ils étaient pas là? J'en sais rien. Mais voilà, on avait la liberté d'aller invectiver Boulogne les doigts dans le nez. On va dire, Jubadjo, on n'a pas dit que c'est mal que les supporters soient les uns à côté de l'autre, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de cadrage, c'est-à-dire ok tu es à côté, mais stagé d'un côté comme de l'autre pour éviter les débordements. Tu sais qu'il peut en avoir, surtout sur ce genre de match. Un match classé à haut risque. Exactement. Quand tu vois que le cortège se fait avec un nombre incroyable de camions de CRS, donc voilà, c'est limite un CRS par supporter. Là, pour un match classé à haut risque, comment tu peux te retrouver à moins d'un mètre de Boulogne? Ça, c'était la première vidéo. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que selon les médias qui n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez, ok, c'est pas très intelligent de répondre à la provocation, mais quand même, sachez que ceux qui ont provoqué l'arrachage des sièges, c'est tout simplement les Parisiens, je vais vous montrer la deuxième vidéo, qui ont commencé à jeter des projectiles, d'où ce qui est préjudiciable, c'est l'absence de filet sur un parquage total, en gros, avec un filet dans toutes les en haut, à gauche et à droite. Ça a provoqué en fait ces jets de bouteilles, et les CRS et certains supporters ont commencé à répondre avec les sièges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les CRS ont chargé, mais qui? Uniquement les Marseillais, et du coup les Parisiens étaient totalement libres de jeter des trucs. Et quand tu te fais, attention, je vais pas me tromper de mot, mais acculer et pas le contraire, oui, ça provoque des comportements des comportements assez violents en réponse, et ça justifie pas que tu dégrades un stade, je suis d'accord, mais ça justifie pas non plus que tu ne dises rien sur les jets de projectiles venant de la tribune qui venait d'au-dessus. Donc je vous passe la vidéo juste pour que vous voyez de quoi on parle. Voilà. Donc là on voit bien les jets de projectiles qui viennent du haut, tranquillement, sans souci. Où sont les stadiers? Est-ce que vous voyez des hommes en jaune au-dessus? Par contre on voit très bien les CRS qui sont en train de, un à un, de faire reculer les Marseillais. Voilà. C'est scandaleux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, FX, si tu veux reprendre la parole.
Bah, tu sais, moi, ce qui m'a frappé le plus finalement là, dans cette partie-là, bah, une bouteille. Mais voilà, non, c'est que nous, ils vont dire que nous, on avait la victoire mauvaise, donc on avait décidé de casser du Parisien. Mais alors eux, ils n'ont pas la victoire digne, parce qu'en fin de compte, au coup de sifflet final, ils étaient tellement contents, et c'était pas des mecs qui étaient assis là, ils sont venus de loin venir nous balourder toute leur merde, quoi. Et en fait, compte, au bout de 4-5 bouteilles, et puis en plus, comme elles étaient pleines, il faudra m'expliquer d'ailleurs comment on peut avoir des bouteilles pleines, surtout en fin de match. Les mecs, genre, ils se sont économisés pendant 45 minutes à ne pas boire pour revenir nous les balancer dans la gueule. Ça ressemble surtout, je sais pas, mais les gens de la buvette ont dû leur ordonner en disant tenez, faites-vous plaisir. Je vois pas d'autre explication. Nous, au Vélodrome, on a des gobelets, je tiens à le dire. Tu pourras jamais rentrer avec une bouteille en plastique. Donc voilà, donc à force de se faire canarder, la réaction a été super rapide. On n'avait que des chaises à lancer. Bah écoute, on les a prises. Voilà. On peut peut-être tendre l'autre joue, mais moi j'ai vu des crânes en sang côté marseillais. J'ai vu un gamin de 13 ans apeuré, et surtout son père, qui est un ami à moi, je connais très bien. Le gamin, il n'était pas bien du tout. Et le père, il était dans une colère noire parce qu'il avait peur pour son fils. Mais bon, c'est nous les méchants, donc je vois pas pourquoi son fils il aurait eu peur. Donc voilà, on a Voilà, donc si on résume tout ça, on est quand même sur des Parisiens qui viennent provoquer avant le match, à l'arrivée des supporters, donc c'est parfait. Alors tout ça, c'est des gens qui revendiquent en plus la liberté pour les ultras. Ça, c'est des gens qui réclament le retour des ultras dans les stades, non pas pour opposer une ambiance à une autre, c'est simplement pour casser, pour se battre. Donc c'est complètement stupide de penser comme ça. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Maintenant, selon les médias, c'est entièrement la faute des Marseillais. On a essayé de démontrer que non. Non, mais ce qui est pire, c'est que les chiottes ont été cassées pour les balancer. Ah oui, voilà, eux. oui, parce qu'il y a eu. C'est exceptionnel, quoi. Voilà, c'est exceptionnel d'entendre ça. On a cassé les toilettes pour les lancer. Intellectuelles les plus infâmes. Et voilà. Et puis pendant que les CRS avançaient sur nous, comme je leur dis, ça s'arrêtera pas tant que eux en haut continueront. Mais ils pouvaient continuer, c'est-à-dire bras croisés, limite. Il y en avait pas là. Regarde la vidéo, il y en a pas. Comment? Regarde la vidéo, il y en a pas. Ouais, sans doute un peu plus haut, mais enfin, ouais, ils avaient une liberté totale de nous canarder de là, quoi. Donc voilà, et ça se serait jamais arrêté tant que eux avaient encore la possibilité. Je vais te dire un truc, quand tu es habitué au parquage, tu as tout le temps 2-3 blaireaux en fin de match, tu sais, qui viennent te chambrer, qui montrent qu'ils ont une écharpe et tout, qui vont nous faire des doigts. Tu as toujours des stadiers qui arrivent, qui les chopent par le col en disant vas-y, dégage, ne les chauffe pas. Ça, j'ai vu ça, mais 1000 fois. À Paris, c'est tout le contraire. Et sous vos applaudissements, voilà, faites-vous de plaisir, quoi. Et donc, aussi, autre chose, ça a quand même chanté, il me semble, en groupe, je sais plus quoi, levez-vous les rats ou un truc comme ça. Ça, c'est 90 minutes. Enfin, c'était surtout le cas dimanche. Moi, ça m'avait frappé. Ça me frappe anti-OM que pro-parisien, ça, c'est évident. Moi, ce qui me frappe, c'est les rats utilisés par les Parisiens. Et c'est expliqué par certains d'entre eux, c'est connoté comme quelque chose de raciste. Donc on se plaint des certains cris de singe ou quoi, mais ça c'est, je trouve, pire, à mon sens. Et il n'y a jamais rien qui est fait contre ça. Et je reprends la question de Energizer qui disait est-ce qu'on a eu des infos sur le fumier FX, je crois que tu n'en as pas eu, mais par contre c'est plus sur un pétard toi, que tu avais eu des infos. Voilà. Mais je sais pas. On sait pas, voilà. On n'a pas plus d'infos que ça, on n'a pas eu les infos fumier. Honnêtement, si vous avez vu qu'il y avait un fumier qui a été jeté et compagnie, nous toi tu n'as pas su voir ça, FX, me semble. Non, mais apparemment le fumier il serait parti pendant le craquage de fumier qu'il y a eu justement dans notre parquage, et il serait parti à ce moment-là. Moi franchement je l'ai pas vu, et puis j'ai pas revu le match à la télé, donc mais bon je le crois, si vraiment après il est parti. Les commentateurs qui sont à l'affût de ça, ils en ont pas parlé une seule seconde, donc je sais pas si c'est une réalité ou pas, si vous avez plus d'infos, nous en tout cas. Mais non, mais on a obligation déjà de supporter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce que bientôt on ira en prison si nous le faisons pas. Donc tu te doutes bien qu'en plus il y a obligation que nous on se fasse canarder, et en fait qu'on doit acquiescer ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la suprématie. Enfin là je parle côté médias, moi j'en veux même pas au Paris Saint-Germain ou à l'organisation du club, j'en veux aux médias parce que on a touché à leurs chouchous, à leurs bijoux, quoi, tu vois. T'imagines, c'est terrible pour eux, à mon avis c'est grave. Ils ont perdu Neymar, et en plus Marseille a détruit la ville de Paris 3 jours après, imagine. Ouais, c'est exactement ça. En plus, je sais pas si Mbappé est pas blessé aussi. On a quand même mis 400 millions à l'infirmerie, c'est déjà une petite victoire, même si les Parisiens disent vous vous réjouissez qu'un joueur soit cassé en deux.
Et les gars, arrêtez un petit peu. Si c'était le contraire, tout le monde se serait réjoui. Donc il faut arrêter d'être hypocrite. Est-ce que Zempe, tu as quelque chose à dire sur cette partie-là? Parce qu'on t'a pas entendu, c'est triste. Voilà. Ben moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'intime conviction que ça fait le jeu de tout le monde. La ligue, les présidents de chaque Exactement. club, les médias font leur buzz là-dessus. Et voilà, ben on va encore faire passer les Marseillais pour des sauvages. Mais voilà, à terme, on n'aura plus aucun déplacement. Et les Parisiens, bon, ils sont un peu instrumentalisés aussi dans l'histoire. Mais voilà, c'est une stupidité sans nom. Et j'espère que si un jour la même chose serait possible au Vélodrome, on ne réagirait pas pareil. On n'irait pas caillasser des gens à 40 000 contre 400, entre guillemets, vous m'avez compris. Et moi, c'est des trucs, voilà, je trouve ça, mais d'une bassesse. Je vais me permettre de défendre, même si je vais me faire des ennemis, c'est pas grave, de défendre un peu les supporters parisiens dans un sens où ils vont être aussi victimes, quoi qu'il arrive, puisqu'ils ont été jetés en pâture également. Si on avait accès à Boulogne pour aller leur mettre une misère, ils ont servi aussi de cobayes dans un sens. Donc ils sont également, voilà, même s'il y a des instrumentalisés. Ouais, instrumentalisé complètement. C'est le jeu de la ligue et le jeu de la répression. C'est exactement ce qu'on se disait. C'est exactement ce qu'on se disait. À qui profite le crime? Aux antipopulistes, aux antipopulaires, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Le foot doit s'embourgeoiser. On doit devenir aseptisé comme en Angleterre. Et il faut que ce soit des familles un peu huppées, capables de payer des places à 135 €. Je crois que c'était le prix de la place pour voir MPG côté parisien dimanche. Donc voilà, on rentre dans ce délire-là, c'est tout. On rentre dans un sport de bourgeois. On va afficher les paroles des chansons quand même, quoi. On en est là. C'est dingue. Oui, c'est bon. Après ça, les Parisiens trouvent ça normal parce qu'ils ont dit que c'est bien pour les nouveaux fans, ou les nouveaux spectateurs. Eux, ils appellent ça des spectateurs. On appelle ça des spectateurs. À la limite. Mais juste Voilà. sur le sujet, prendre ce que Ender Jazer a dit, que lui, en fait, il était au stade aussi, il était tribune Boulogne. Et juste, voilà, il y a eu 90% de chants qui étaient anti-marseillais. Et en fait, le reste des chants, les gens ils ne connaissaient pas, donc ça ne reconnaît pas, quoi. Si, il y avait quand même l'écran géant pour les chants. Apparemment, ça manque de lunettes. Ah ouais, ça par contre, je dois quand même le dire. Les seuls chants, parce que le parc n'est plus du tout ce que c'était avant, hein, on est d'accord, il y a beaucoup moins d'ambiance, c'est beaucoup plus triste. Par contre, les seuls chants que tu arrives à entendre, parce que si toi tu chantes, en fait, t'entends pas du tout, t'entends pas vraiment Auteuil, même pas du tout, t'entends rien. Par contre, les chants qui sont vraiment pris en amont et que t'entends bien, c'est « Et ils sont où les Marseillais ?» ou le 1, 2 et 3-0. Donc on est devenu dans un public de Stade de France. En fait, ce sont des supporters de l'équipe de France qui connaissent que les chansons pourries de vannes de l'équipe de France. Mauvaise nouvelle, Monaco est en train de gagner. Ah merde. Voilà, c'est dommage. Bon, il reste encore une vingtaine de minutes. On va passer aux questions-réponses, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. On a fait à peu près le tour là-dessus. On avait d'autres choses à dire. Malheureusement, on n'a pas trop le temps. Mais en tout cas, on a rétabli une vérité, à savoir que arrêtez de penser que les Marseillais sont des voyous à chaque fois. C'était le même cas pour Rennes, il me semble, quand on avait fait le déplacement, avant de se rendre compte qu'au final, d'abord, les Marseillais avaient été pris à partie par un collectif rennais. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... À la base, les supporters marseillais viennent pour supporter leur équipe. Et on réagira toujours, mais voilà, en général, il y a de la réaction, les gens le savent. Zempe l'a très bien dit, à qui profite le crime, à la LFP et à certaines personnes qui voudraient arrêter de voir des déplacements ou du supporter, ils voudraient voir que des fans dans les tribunes et non pas des supporters. Donc malheureusement, le sécurité minimum pour avoir des retours. Une instrumentalisation d'un public qui est complètement dépassé parce que nouveau et un petit peu stupide, et donc du coup voilà, les Parisiens sont utilisés, les Marseillais sont en réaction et la LFP se frotte les mains, tout simplement. Et bien sûr, ça je trouve ça un petit peu dommage, on n'a pas dit de mot là-dessus, mais Jacques-Henri Hérault qui fait même pas une petite enquête pour savoir ce qui a, les fautifs, il voit juste le résultat sans en comprendre la cause. C'est un petit peu dommage en ce qui me concerne, voilà. Après, je vais pas être aussi virulent que certains supporters à son égard, mais voilà, c'est un petit peu dommage. On passe aux questions-réponses. Il est un petit peu obligé par rapport à sa position, mais voilà, on clôt le débat. Un petit peu obligé. Je sais pas si notre cher Jean-Michel Aulas se serait senti un petit peu obligé. Energizer, qu'est-ce que tu as... Vas-y, Gunther, pendant ce temps, Energizer, est-ce que tu peux me remettre ta question non, mais par contre, si tu veux, j'ai déjà une question de Twitter. Vas-y. De Mysterious Fada qui revient donc sur l'histoire du communiqué des South Winners
Donc on a répondu déjà à la première partie, mais la deuxième, il dit salut à tous, que pensez-vous de ce communiqué des winners paru aujourd'hui? Personnellement, je le trouve lunaire. Je pense qu'ils mélangent leurs problèmes perso avec la direction, avec les résultats, et je trouve ça un poil malsain. On l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a dit, et moi je suis d'accord. Communiqué maladroit. Maladroit, et clairement ils exposent un mal-être plus au niveau de leurs dirigeants qu'autre chose à mon sens. Je prends tu prends celle du chat. Alors Energizer, c'est ça? Salut, dis-moi. Alors, pourquoi il dit parce qu'il s'adressait à Mohamed Bouafsi. D'accord, ok. Dis-moi pourquoi on n'entend aucun journaliste parler du parquage non sécurisé, de la barrière ouverte à la mi-temps, les chiottes, même si c'est que des photos, on voit à peine des traces d'humidité, alors que logiquement il devrait y avoir un minimum d'eau. Et c'est pas une question en fait. Enfin, c'est une question à Momo, c'est pas à nous. Ouais, mais justement, il comprend pas pourquoi. Enfin, est-ce qu'on peut comprendre que les journalistes ne répondent pas à ce genre de questions? Parce que ils se permettent de faire des articles. Ils n'ont pas envie de se la poser la question. Ils veulent stigmatiser. Donc, peu importe. Les journalistes vont pas faire une enquête comme je dis, c'est tout. Ils aiment pas la mouvance ultra et ils adorent le PSG. Donc, alors attention, c'est déjà fait. Après, Mohamed Bouafsi, c'est quand même un journaliste qui est sympathisant envers les Marseillais, qui a toujours été très correct. Maintenant, il a quand même une direction au-dessus de lui. C'est pas son rôle, je pense, de rentrer dans les réponses sur ce genre de sujet. Enfin, je réponds pour lui, mais même si je sais pas vraiment ce qu'il pense. Mais après, je l'ai jamais vu plus virulent que ça. C'est pas vraiment le pire dans ce domaine-là. Ah, il veut pas se froisser lui de toute façon. Ouais, il veut pas se froisser vis-à-vis de la direction, je pense. Question de Hichem One Project. Zempé, je vais te poser la question. Quel poste faudrait-il recruter? Tu sais, ça faisait longtemps qu'on avait fait. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Vas-y. Lâche un poste. Je dirais que priorité pour la saison prochaine, un buteur, un défenseur central. Et est-ce que c'est une priorité? Quelqu'un au milieu, peut-être pas aussi important, mais quand même quelqu'un au milieu aussi. En fait, je prendrais un renfort titulaire, de niveau titulaire à chaque poste. Bon, après, au milieu, c'est un peu. On va voir comment Zambo finit la saison, parce que je pense qu'il peut convenir pour la saison prochaine, mais un renfort au milieu, ça ferait pas de mal. Juste une question. Quel profil, toi, tu dirais pour ton neuf, concrètement? Quelqu'un qui plante des buts, un buteur. Ouais, mais tu as compris. Mais moi, je suis pas fermé sur le style d'attaquant. J'aime bien le style, vous le savez, Mitroglou à la base. J'aime bien les joueurs qui ont les deux pieds, qui sont capables d'envoyer de grosses bastos dans la lucarne. Ah, moi, c'est Falcao, Cavani. J'aime bien aussi les mecs rapides, qui prennent la profondeur. J'aime bien les profils germains qui font le jeu. Mais on va dire que ma préférence, c'est les gros buteurs, les deux pieds qui envoient des frappes. Est-ce qu'un petit Immobilier, ça te plairait? Ah Immobilier, moi, je l'ai toujours dit, j'avais fait ma propagande, certains se sont moqués de moi. Bon, maintenant, il est totalement hors de portée. Mais c'est difficile de prétendre à mieux. Hein. Ouais, bon, je suis assez d'accord. Ouais. Attends, vas-y, Gunther, prochaine question. Il y a Stup Crew sur le chat qui disait comment la direction peut accepter ce traitement médiatique parce qu'au final, c'est vrai qu'elle est complice, vu le communiqué qu'elle sort direct comme ça. Ouais, parce qu'à qui ne dit mot consent, mais bon. J'ai l'impression que la direction est vaccinée de la communication depuis tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que ça les arrange tellement ce qui se passe par rapport aux supporters. Aussi. Il y a ça. La FX l'a très bien dit, là, il parle des supporters du PSG actuel, en fait, leur façon d'être et tout. Je pense que si demain tu donnes un contrat avec GHE pour que les supporters deviennent exactement les mêmes, c'est-à-dire prototype Stade de France, on chante les chansons populaires, on est assis le reste du temps, ils signent direct. Ouais. Allô? Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, Energizer. Vas-y, Vas-y, Energizer, pose ta question. Vas-y, Energizer. Alors, petite question par rapport à nos jeunes. Trouvez-vous pas qu'on devrait plus les faire jouer? On fait signer des soi-disant pépites voulues par beaucoup de clubs, mais au final, ils ne jouent jamais. Tout simplement, moi, si je peux vous répondre, après, FX, toi qui es un peu regardant sur ça, tu pourras peut-être répondre, mais on a fait quelque chose de jurisprudence, je trouve, depuis le début de l'ère McCourt. Première jurisprudence, c'est la signature de Bouba Kamara qui a, entre guillemets, perturbé toutes les signatures qu'il y a après. Parce que les joueurs ne se jettent plus sur l'OM. Maintenant, ils veulent des primes, ils veulent des salaires. C'est compliqué de signer aujourd'hui à l'OM parce qu'il y a la jurisprudence Kamara, premièrement. Deuxièmement, il y a la jurisprudence Maxime Lopez, c'est-à-dire un jeune
qui sort du centre de formation, alors qu'on sait très bien qu'à l'OM, à la base, c'est pas notre fonds de commerce. Un joueur sur qui a reposé une partie d'une saison, alors que ça aurait jamais dû être le cas. Donc du coup, on trouve ça anormal de voir un petit peu moins les jeunes. Moi, je trouve que c'est le processus logique, c'est de les faire entrer petit à petit au sein de l'équipe, de ne pas les faire rêver trop, tu vois, ou quoi, ou qu'est-ce, mais de leur expliquer quand même qu'on compte sur eux. Et je trouve que le temps alloué pour l'instant est logique et pertinent compte tenu des échéances qui nous incombent. Voilà, ça c'est mon truc. Est-ce que toi, FX, tu veux rajouter quelque chose? Wow, mais c'est pénible. Et putain, ils viennent de signer cette année, cette saison. Les 6 premiers mois, ils apprennent auprès de Gustavo, auprès de ceux qui émergent et tout. Ils regardent. Et l'année prochaine, petit à petit, ils seront inclus dans le groupe. Encore une fois, c'est la patience marseillaise. On a un nouveau projet. On veut déjà être leader avec des Agüero devant. Mais putain, mais les jeunes, c'est exactement pareil. Laissez-leur le temps. Moi, c'est vraiment un discours qui commence sérieusement à me saouler. Zambo Anguissa, il n'est pas jeune. Oui, c'est vrai, mais tu sais pourquoi? Parce je te promets, tout le monde le voit comme s'il avait 40 ans, Zambo Anguissa, mais il a 21 ans, le mec. Hein. Il a 21 ans, c'est un jeune. Step by step, il a pris 3 ans avant de devenir le monstre que c'est actuellement. Exactement. Alors, et les autres, non. Rokia, les gens, ils ne le connaissent absolument pas. Ils vont me faire croire qu'ils regardent les matchs des jeunes et tout. Mais c'est de la mytho totale. C'est pour jouer les vieux experts à 2 balles. Ils ne savent rien de ce mec-là. Il viendra quand le temps viendra de jouer. Mais sérieux, faut qu'on arrête de nous saouler avec la culture des jeunes. Les gens connaissent rien à la jeunesse. Alors, c'est tout. Si vous voulez recevoir l'état du caleçon de FX à ce moment-là, vous pouvez faire un tweet, on vous répondra. Je pense qu'il a craqué son slip. En plus, il y a une aberration totale en fait entre le fait de dire les jeunes ils sont où, les jeunes ils sont les jeunes, et de râler sur nos joueurs qui sont pas assez forts. Les jeunes ne seront pas meilleurs. Hein, Tiens, on va prendre la dernière question. On a vraiment dépassé pour le coup, mais on va prendre la dernière. Allez, ZMP pour finir. C'est une question de Hichem OM Project. À votre avis, on va rester en 4-2-3-1 ou repasser en 4-3-3? Mais j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, j'avais dit pourquoi pas repasser en 4-3 la saison prochaine, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, ça ne me choquerait pas, ça dépend si Sanson reste ou pas dans l'équipe déjà, parce que moi, je fais le pari que si on vend un joueur à la fin de la saison, ce sera lui. Mais je pense que maintenant qu'on a retrouvé une base et que certains joueurs sont en confiance et savent un peu ce qu'ils doivent faire sur le terrain, je pense que ça ne serait pas non plus... leur faire perdre au tour au pair et repartir de zéro que de jouer en 4-3-3 maintenant et qu'on pourrait avoir des résultats aussi, donc c'est probable, mais bon, je ne mettrai pas ma main à couper. Je pense quand même que Zambo est tellement à l'aise dans le 4-2-3-1 que... Voilà, c'est ça. La question elle est posée pour l'année prochaine. Non, ou pour l'année prochaine, il a dit. Ah oui, donc je viens de changer de slip, je vais le recraquer de nouveau. On a encore une fois des statistiques de champions, hein, même s'il y a Paris devant qui nous empêcheront de l'être, on est bien d'accord. On est dans une course au podium, l'objectif c'est le podium, on est déjà en train de parler comment on va jouer en 4-4-2 en 4012 l'année prochaine. Mais vous voulez pas vivre dans l'air du temps, vous n'avez pas envie d'aller en Ligue des Champions, vous n'avez pas envie d'aller au stade supporter l'OM pour qu'on retrouve la Ligue des Champions et que tous nos putains de rêves de parler déjà de transfert au mois de février de 2018, ça vous dirait pas d'attendre et que ça puisse se faire bien au mois de juin. Donc faire la première chose, c'est encourager l'OM pour ensuite parler de transfert et de la tactique de l'année prochaine. Alors surtout que ce qui est vrai, c'est que la qualification en Ligue des Champions va aussi conditionner nos recrues et sûrement notre façon de jouer, etc. Bingo. Voilà, vous m'avez fait craquer FX, maintenant il va falloir lui donner son dragé Fuka avant d'aller au lit, c'est pas terrible. Je vais juste prendre une dernière phrase d'un certain René KRE 2204, c'est son code de carte bleue. Donc je dirais les carottes sont cuites. René Carré, il dit oui, mais Lyon fait jouer des jeunes, mieux. Tu peux répondre, FX. Il y en a vraiment qui disent ça. Ah bah oui. Il aurait pas. Est-ce que tu peux répondre, FX, à ce René Carré Anonymous, s'il te plaît? Il a bien fait d'être Anonymous celui-là, ça va m'éviter d'aller lui péter la gueule. Et 2204, c'est son code de carte bleue, je précise encore une fois. Donc, je pense que ça a été tout pour ce soir. Donc, on vous remercie d'avoir été là ce soir. Prochain talk lundi pour débriefer du match de Nantes en espérant une victoire, comme d'habitude. On va essayer de faire un petit... si vous avez envie tout simplement de voir d'autres contenus sur notre chaîne YouTube ou d'autres styles d'émissions, du streaming sur ce que vous voulez en général, vous pouvez nous le dire aussi directement. Je fais un petit coucou et un petit bisou à Julien Badjo, il se reconnaîtra. Bisous. Voilà, bisous à tous ceux qu'on adore aussi sur Twitter.
En tout cas, vous pouvez aussi partager très largement le replay YouTube qui va suivre dans la soirée, vous abonner à la chaîne, lâcher des pouces bleus, faire des bisous à René, faire des bisous à Gunther, ce que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et